Bonjour et bonsoir et bienvenue sur cette vidéo qui va parler du film Tenet qui était en salle il y a quelques semaines, mais vu que cette vidéo a été très longue à produire parce que je suis très mauvais, je crois qu'en ce moment le film n'est même plus à l'affiche, ou du moins il a arrêté de faire parler de lui depuis un bon moment. Principalement à cause de 2-3 autres bandes annonces de 2-3 autres films qui ont l'air bien mieux. Donc, pour en revenir à Tenet. Alors, Tenet, c'est un film de Christopher Nolan, grand cinéaste qu'il en soit, même si, bon, on le connaît plus, malheureusement, pour certains de ses échecs récents, sur des films moins bons qu'il a sortis, pas mal de films prises de tête, notamment. Et je pense d'ailleurs que Tenet en est un parfait exemple. Pour faire un rapide synopsis de ce film, donc, il s'agit de l'histoire d'un gars, on ne connaît pas son nom, les gens l'appellent protagoniste, notamment l'indienne qu'on voit un moment dans le film, qui, suite à sa fausse mort organisée par la CIA, se retrouve à devoir sauver le monde. C'est assez classique, il n'y a pas vraiment de gros rebondissements dans l'histoire. C'est un film hollywoodien, quoi. Il y a l'histoire du temps, toujours, qui est important dans ce film et qui prend une grosse place du film, mais rien de révolutionnaire ni de particulièrement marquant à tenir là-dessus. Pour en résumer rapidement mon avis et qu'est-ce que j'en ai pensé du film, pour ceux vont quitter la vidéo très rapidement, alors le film est très intéressant au début, propose de bonnes idées, notamment avec la scène d'introduction qui est vraiment sympathique. Mais plus on avance dans le film, plus le film il devient. Ouais, enfin, pas super en tout cas. Donc, comme je le disais, le film du coup commence sur une scène d'introduction dans un opéra. Déjà, ce qu'on peut noter, et c'est un truc qui reviendra tout au long du film, c'est que les chorégraphies sont vraiment très bonnes. C'est que, même si pour la plupart elles n'ont pas beaucoup de sens, mais ça je reviendrai là-dessus après, les chorégraphies, les façons d'agir des personnages, leur façon de filmer les scènes d'action et de faire les scènes d'action sont vraiment très bonnes, que ce soit dans le temps normal, où les gens interagissent entre eux dans des combats qui semblent à première vue assez réalistes, ou que ce soit notamment quand les gens dans le monde normal affrontent des personnages inversés, ça donne des combats très particuliers et vraiment très intéressants à regarder. Aussi, cette scène d'action, cette scène d'introduction, nous donne aussi la présentation du personnage principal, dont on ne connaît pas le nom, et on va dire, deux personnages très secondaires à l'histoire qui apparaissent durant cette scène, pour nous introduire à la résolution de fin de film. Mais bon, cette scène est très bonne, a quand même un détail assez important et conséquent, c'est ce qui reviendra très souvent dans le film, c'est que cette scène ne sert quasiment à rien. Enfin, elle nous présente le personnage principal et nous introduit à à la révélation de fin de film, mais concrètement, cette scène n'a pas d'intérêt. Les seules choses qu'on peut y noter, c'est du coup un caméo d'un personnage qui est censé être important, mais qui est tellement bien caché que je l'ai pas vu. Il y a un figurant, un mec dans le public, qu'on voit dans le public, qui est en fait genre un élément super important, mais qu'on t'explique qu'à la fin qu'il fallait regarder à cet endroit-là. Et concrètement, le personnage principal, donc protagoniste, à défaut de lui trouver un autre nom, a des réactions assez étranges. Notamment, il est là pour tuer des gens, il est là pour tuer des gardes, pour protéger sa cible, semble un homme politique. Et de l'autre côté, alors que pendant tout le film, il va continuer dedans, continuer à tuer des innocents, à menacer des gens, il veut pas faire exploser des bombes à côté de personnes totalement innocentes à l'histoire. Ce qui est assez étrange vu qu'il le fera plus tard dans le film. Et ça donne une action bateau un peu, parce que l'action est très bonne, la chorégraphie est très bonne encore une fois, mais ça donne une impression de héros trop clean, alors que c'est censé être pas un gentil, mais pas un méchant non plus. Enfin, voilà, il sauve des innocents, alors que concrètement il en a rien à foutre, vu que de toute façon la plupart des personnages qui sont à l'intérieur vont finir par mourir dans le film. Enfin, ça nous est pas montré, mais ça nous est dit indirectement que les personnages dans l'opéra vont mourir tués par le grand méchant.
Enfin bref, donc du coup à la fin de cette scène, il se fait capturer par donc un groupe terroriste, on sait pas trop, et il se fait torturer, et puis après avoir mangé une pilule de cyanure, il se réveille sur un bateau, et on lui dit qu'en fait, hey, c'était une épreuve de la CIA, et que tous tes amis sont morts pour savoir si tu allais les dénoncer ou pas. Et ça reviendra plusieurs fois, comme que je l'ai dit, c'est que cette scène ne sert à rien, elle est inutile, on te dit dès le début, enfin à la fin de la scène, mais on te dit dès le début, cette scène ne sert à rien, tu n'as pas à la regarder, tu n'as pas à la comprendre, de toute façon elle reviendra pas dans le film, sauf à la fin dans le climax, et encore, faut le comprendre que c'est de ça dont on parle, parce que c'est que j'en suis même pas sûr que ce soit de cette scène-là dont on parle à la fin du film dans le climax. Donc enfin bref, on lui donne ensuite un signe, donc je vais essayer de le montrer sur l'écran, mais en prenant mes mains en photo, ça va être génial. Donc on lui montre un signe, et on lui dit « Ouais, ça va être super important, surtout l'utilise à bon escient, ne l'utilise pas n'importe quand, ça peut ouvrir des bonnes portes comme des mauvaises. » Et 3 scènes plus tard, il utilise le signe, et c'est la seule fois où il utilisera le signe de tout le film. Donc cet élément super important, comme beaucoup d'autres, qu'on te dit attention, regarde bien, ça va être important pour le film, bah on s'en fout. C'est incroyable. D'ailleurs, chose étonnante, parce que Tenet, ça a une vraie signification dans le film, et c'est le nom du signe, déjà. Tenet, le nom du film, c'est le nom du signe qu'on utilise qu'une seule fois pour ouvrir une porte. D'ailleurs, cette scène a... Enfin, la scène la suivante, après qu'il utilise les signes, est bizarre, hein. Très bizarre, très 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 bizarre. Bon, bah je vais vous montrer, ça sera plus simple. Bonjour, je suis le héros. Voilà, je fais le signe. Bravo, vous avez résolu l'énigme. Maintenant venez, entrez, je vais vous raconter de la merde. Pour pouvoir ramasser la balle, il faut d'abord l'avoir fait tomber. Allez-y, essayez. Maintenant vous tirez quand je vous dis feu. Voilà. En fait, le truc qui est aussi important à noter avec cette scène, c'est que, en fait, cette scène représente surtout le n'importe quoi de ce film. Tout ce que va te dire la scientifique pendant cette scène va être contredit plus tard dans le film. Par exemple, le truc tout con et la phrase qui a beaucoup été notée un peu partout sur Internet, c'est que pour pouvoir ramasser la balle, il faut d'abord l'avoir lâchée. Bon, déjà, c'est un peu débile parce que, bah, concrètement, non, tu dois l'avoir attrapée en main pour pouvoir la lâcher. Concrètement, si personne n'a lâché la balle à un moment ou à un autre, celle-ci ne peut pas revenir dans ta main par magie. C'est le principe du Tenet ou de l'inversion de monde. C'est que pour ramasser un objet, pour utiliser un objet dans notre monde réel normal, on va dire, il faut que quelqu'un d'inversé de l'autre côté ait utilisé cet objet dans sa vision du monde à lui. C'est la scène dans l'aéroport plus tard dans le film. On voit le héros, le protagoniste, rentre dans une salle avec 3 trous sur une baie vitrée. Et concrètement, ces 3 trous viennent se refermer et le mec inversé tire des balles à l'envers. Enfin, il tire des balles, mais la balle revient dans le pistolet et ça répare la vitre. Et c'est comme ça que marchent les objets inversés. C'est comme ça qu'on te le dit. C'est que techniquement, pour que la scientifique ait pu ramasser la balle qui était sur la table, il faudrait que la scientifique elle-même se soit inversée, se soit cachée sous la table et lancé la balle depuis la table. Et c'est même si j'arrive pas à expliquer parce que c'est complètement débile quand même, il faut le noter, ça ne marche pas comme ça. Tu le dis plus tard dans le film, cette scène est totalement contredite plus tard dans le film. À partir du moment où le protagoniste se fait inverser, où on se rend compte qu'en fait que tout ce qu'elle dit est faux. Et ça, cette scène peut exister dans le lore d'un film, mais elle ne doit pas être racontée, elle ne doit pas être mise en valeur, en importance, parce qu'elle n'a aucune importance pour le scénar. C'est juste, on te dit, cette scène ne sert à rien, vous le savez, nous le savons, mais on vous la met quand même. Bon, ensuite, on sait pas trop par quel miracle il a cette idée, mais le protagoniste va voir un Indien qui vend des balles de pistolet, parce que c'est important. Ah oui, et aussi, pourquoi est-ce que je l'appelle l'Indien ? Parce qu'ils ont des noms, mais on s'en fout totalement de leurs noms. C'est que, je veux dire, ils sont
définie, enfin, la femme de l'Indien est définie parce que c'est la femme de l'Indien. Le protagoniste est le protagoniste parce que c'est le héros principal. L'ami du héros, c'est l'ami du héros. Et concrètement, comment il s'appelle ? On s'en fout. Mais alors, on s'en fout. C'est incroyable. C'est bon, ça c'est... Bon, j'en reparlerai plus tard, mais c'est un des gros problèmes du film, c'est que les personnages ne sont pas développés. Ils n'existent pas en dehors du film. Donc je disais, le protagoniste va voir un Indien. Pour aller voir l'Indien, il faut qu'il utilise un lance-pierre humain. Parce que pourquoi pas ? Et du coup, il appelle celui qui deviendra son ami par la suite du film, et qui lui explique comment monter à l'intérieur de la maison, comment ensuite redescendre de la maison. Maison qui se trouve à plusieurs dizaines d'étages du sol. Bon, si on doit quand même noter un point positif à cette scène, c'est qu'encore une fois, la scène d'action est assez bien menée. C'est très joli à voir, c'est très sympa, et surtout, il y a une petite révélation qui est assez sympa, enfin un truc peu important dans le film, mais qu'on apprend qu'en fait l'Indien, enfin le personnage masculin indien n'a pas d'importance dans le film, et qu'en fait c'est sa femme qui manipule tout dans l'ombre depuis le début. C'est assez sympa, franchement il n'y a rien à dire dessus. Donc ensuite l'Indienne, se faisant quand même menacer par un pistolet, finit par donner la suite du scénar au protagoniste et lui dit que le méchant c'est le méchant, celui qui est méchant et qui se trouve pas du tout en Inde, qui se trouve en Russie très probablement, et qui est tellement méchant qu'on ne le voit que par flashback et on ne peut pas voir sa tête. Peut-être que ça aura une importance. Peut-être, je dis bien peut-être que le méchant est en fait un personnage connu du personnage. Et qu'en fait, il y aura une révélation sur le fait que... Non. Le personnage est caché dans l'ombre. Parce qu'il est caché dans l'ombre. Il est méchant pourquoi ? Parce qu'il est méchant. C'est un très bon objectif, mais c'est un peu con, parce que... il est pas développé. Voilà. On apprend dans la suite du film que grossièrement, il est méchant parce qu'il est mourant. C'est un peu comme Jigsaw, vous savez, Jigsaw dans Saw, lui ce qu'il fait, c'est qu'il apprend qu'il a le cancer, donc il torture des gens pour leur apprendre à quel point c'est bien de vivre. Lui, notre méchant, qui s'appelle Méchant d'ailleurs, hein, son nom c'est Méchant, mais dans une langue, je sais pas bien, il faudrait que je me recherche, je la mettrai à l'écran. Enfin bref, son nom, donc, il s'appelle Méchant, et il est méchant parce qu'il est mourant, et parce qu'il est mourant, il veut détruire la Terre avec. Parce que c'est méchant, parce qu'il est méchant, et méchant. Méchant. C'est la ligne, tu sais, vous savez, on dit souvent, ils ont pris un poster, ils ont écrit le caractère dessus. C'est protagoniste, c'est le gentil, le méchant, il est méchant, l'ami du héros, c'est un sidekick rigolo. Et il y a que des trucs comme ça dans le film, en fait. C'est bon, tous les personnages, enfin, aucun personnage n'est développé. Aucun personnage n'a d'histoire en dehors du film. Que ce soit l'Indienne qui... pareil, vend des armes. Pourquoi est-ce qu'elle vend des armes ? On n'en sait rien. Mais pour t'expliquer pourquoi elle a une importance dans le scénar, on va te trouver une raison bateau, qu'en fait, c'est une espèce de pseudo-déesse. Alors, c'est pas une déesse, c'est pas un être surnaturel, mais c'est quelqu'un qui connaît absolument tout le scénar par cœur du début à la fin. Et toutes ses actions sont définies par ça. On a une indienne, un méchant, un gentil. Et l'indienne, je précise, je dis bien indienne parce que c'est la seule chose qui la définit. C'est une indienne qui vend des armes. Donc, le protagoniste, pour pouvoir sauver le monde, parce que c'est quand même un peu important, hein. D'ailleurs, il le sait même pas qu'il sauve le monde, mais ça, à la limite, on s'en fout, doit retrouver Méchant. Comment il fait pour retrouver Méchant ? Il va voir la femme de Méchant, il lui dit « Eh, madame, ça vous dirait, je tue votre mari, en échange, je sais pas trop quoi ». Elle lui répond ouais d'accord, vas-y viens on tue mon mari parce qu'après tout c'est un méchant, mais pour pouvoir le tuer il faut d'abord que tu détruises un dessin parce que sinon il aura du pouvoir. Enfin, c'est un dessin, c'est une réplique, c'est même pas une vraie œuvre d'art, c'est que le dessin en lui-même c'est une réplique, même pas l'original. Il a tellement de pouvoir que même avec des faux tableaux il arrive à tout avoir. C'est un méchant qui a des pouvoirs. Donc le protagoniste trouve le dessin, tente de le détruire, mais n'y arrive pas parce qu'en fait il l'a pas trouvé, et revient voir la femme et lui dit « Eh, c'est bon, j'ai détruit ton dessin, tu viens m'aider, on va tuer ton mari ?» Alors la femme elle lui dit « Ouais, c'est trop bien, on se revoit demain, viens manger avec moi demain, on va faire croire que t'es mon petit copain. » Donc il revient le lendemain. Il vient manger avec du coup la femme du méchant, et le méchant lui fait « Eh, je te bute si tu touches à ma femme. » Alors il fait « Eh, mais je veux pas la toucher, ne t'inquiète pas, c'est pas mon but. »
Alors du coup, le méchant, qu'est-ce qu'il lui répond ? Bah, il lui répond ce que tout méchant aurait fait. « Oh, tu veux pas la toucher ? Bon bah parfait, viens, on va voler de l'uranium ensemble. » Du coup, le protagoniste, il sait pas trop quoi faire, donc il retourne voir l'indienne et il lui demande « Hey, est-ce que je devrais aller voler de l'uranium avec le méchant ?» Et l'indienne lui répond donc « Oui, va voler de l'uranium avec le méchant. Ce personnage est important, merci. » Donc le protagoniste, qui était censé voler l'uranium avec le méchant, vole l'uranium tout seul, et se rend compte que c'est pas de l'uranium, et donc ne veut pas le donner au méchant. Alors qu'est-ce que fait le méchant ? Le méchant menace sa femme avec un pistolet. Et le protagoniste lui donne le truc qui n'était pas de l'uranium, du coup. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que ça aurait pu marcher si, je sais pas, le protagoniste était amoureux de la femme et qu'il avait peur de la perdre. Sauf que non, il l'aime pas, il s'aime pas, c'est juste son garde du corps, en quelque sorte. Et du coup, tu comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il fait ce que lui demande le méchant. Parce que il a aucun point d'action, le méchant. Il est juste là à dire « Ouais, je suis le méchant, toi t'es le gentil. Donc si je menace quelqu'un, tu fais ce que je te dis. » Donc le méchant tire sur sa femme, et puis s'en va, parce que le protagoniste avait caché le truc qui n'était pas de l'uranium. Et c'est là, du coup, qu'on arrive sur la fameuse première scène d'inversion du film. Donc c'est à partir à peu près de là que le film devient n'importe quoi, et donc vraiment mauvais. Je tiens à le préciser, c'est à partir de cette scène-là que le film devient vraiment mauvais. Le protagoniste, pour sauver la femme qui s'est pris une balle dans le ventre, qui n'a pas touché d'organe, qui n'a même pas explosé son intestin ou quoi que ce soit, non, il a juste une balle dans le corps, décide de s'inverser et donc de se mettre en danger de mort pour sauver quelqu'un qui aurait survécu à une opération. Il s'inverse donc et se dit « Hey, mais en plus de sauver la femme que je ne connais quasiment pas, et si j'allais essayer de voler ce que le méchant m'a volé ?» Et là, on en arrive à un mindfuck un peu particulier, parce que là non plus, encore une fois, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce film aurait dû se renommer « N'a pas beaucoup de sens » ou « Scène inutile », ça aurait été tout aussi bien. Le méchant, du coup, avait prévu que le gentil allait lui mentir, et a donc tenté de tuer le gentil dans le monde inversé avant qu'il entre dans le monde inversé. Grossièrement, on va dire qu'on va faire simple, il a renversé une voiture au pif dans la rue, et donc mais il se trouve que dans cette voiture, c'était le protagoniste. Parce que... Et du coup, le protagoniste est mort dans une voiture. Sauf que non, il est pas mort, parce que le scénario est avec lui, et c'est la vraie raison qui est apportée, c'est on lui dit « Ah, t'es le protagoniste, tu peux pas mourir. » Donc le protagoniste ne meurt pas, dans une explosion. Et tiens d'ailleurs, pendant qu'on est là, l'explosion. Alors, dans le monde inversé, il faut comprendre un truc, c'est que vu que le temps marche au contraire d'une autre, quand tu respires, par exemple, l'air sort de tes poumons. Quand tu cours, le vent, il est pas face à toi, il sort de ton dos. Quand tu conduis, plus tu accélères, C'est la vraie raison qui est donnée dans le film, enfin bref. Et du coup, on t'explique que quand tu te prends une explosion, ce qui se passe, c'est que t'as d'abord très très chaud, puis très très froid. Ce qui fait que tu gèles sur place et tu meurs congelé dans une explosion. Ça, y a rien à dire, c'est extrêmement logique. T'as d'abord très très chaud, puis très très froid, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans la scène, et pourquoi est-ce qu'il a survécu, c'est parce qu'en fait, c'est pas lui qui a gelé, mais c'est la vitre de la fenêtre qui s'est mise à givrer. Parce que, encore une fois, ça n'a aucune raison d'être, c'est juste le scénar qui a dit « Hey, il faut qu'il survive. » Donc il survit. Voilà. On se retrouve donc dans l'aéroport, vous savez, quelques scènes plus tôt, qui concrètement étaient une scène inutile, et en mode inversé. En mode inversé, ça veut dire que le temps marche à l'envers. Le but pour le héros et son ami et la femme qui a toujours une balle dans le ventre une semaine après se l'être prise, parce qu'il faut surtout pas enlever la balle, elle pourrait survivre, faut faire attention, tente un truc très risqué qui est de suivre le scénario et donc de revenir dans le mode normal. Et ça marche très bien, ils y arrivent, il y a quasiment pas de problème. Enfin, il y a un avion qui explose, mais concrètement, un avion qui explose, ça n'a aucun problème, ça n'a aucun sens. Donc le protagoniste, son ami et la femme reviennent dans le monde normal. La femme est sauvée de la balle par magie, parce que vu qu'ils sont une semaine plus tôt, la balle la frappera que dans une semaine. Donc elle lui fait plus mal, et donc c'est plus simple à retirer.
Voilà, ça n'a aucun sens. Et enfin, du coup, parce qu'ils sont revenus dans le présent et qu'ils sont tombés sur le scénario, encore une fois, ils décident que c'est le moment de faire la bagarre finale, de faire la bonne grosse bataille virile et explosion dans tous les sens de tous les films hollywoodiens. Et donc, parce que le méchant est russe, parce que tous les méchants sont russes, c'est un truc à savoir, ils décident d'aller faire péter une carrière en Russie avec une armée. Grossièrement, le gentil a un ami, donc l'ami dont on parle depuis tout à l'heure, qui n'est pas très important au scénar, mais c'est pas grave. Cet ami a un autre ami qui est chef d'une armée de militaires. De militaires entraînés à vivre dans le monde inversé, à marcher à l'envers des autres gens. Ce qui peut également se faire poser une question très simple. Si t'as la technologie pour inverser les gens, si tous les scientifiques qui travaillent avec toi ont cette technologie, pourquoi est-ce que personne ne sait comment elle marche? Pourquoi est-ce que la seule fois où vous l'utilisez, c'est avec le méchant? C'est avec la technologie du méchant. Vous l'avez vous-même dans... Vous avez un garage. Je veux faire une image. Vous avez un garage. Dans ce garage, il y a un truc... Il y a un bouton rouge au milieu du garage. Et ce bouton rouge permet de réaliser un vœu. Et ton voisin, il a la même chose. Il a un garage avec un bouton rouge et quand tu appuies dessus, ça réalise un vœu. Sauf que vous êtes tellement malin que vous vous dites « Hé, je vais pas aller appuyer sur mon bouton. Je vais aller chez mon voisin, je vais aller faire chier mon voisin et je vais appuyer sur son bouton. » Comme ça, c'est mon voisin qui devra réaliser le vœu et non pas moi, ce qui fait que moi, j'aurai toujours mon infinité de vœux, mais lui aussi, donc je l'aurais fait chier. Donc la scène de bagarre commence. Déjà, bonne idée de cette scène de bagarre, parce qu'il faut quand même le noter, hein, le film a 3 points positifs, on va dire. Très bonne chorégraphie, encore une fois, il n'y a rien à dire là-dessus. Les explosions, les mouvements des personnages sont assez réfléchis, t'as l'impression de vraiment y être, ça c'est pas un problème. Et deuxième truc marrant, c'est que toute la scène se passe avec les deux réalités en même temps. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont dans le bon sens et des gens qui vont dans le sens inversé, tout le long de la scène. Et c'est génial parce que, déjà, truc débile, mais il y a un moment dans le film, on voit une tour, on voit un tas de gravier sur le sol, dans le monde inversé. L'une des chefs de faction inversée pour les gentils dit « Allez, tu tires dans le vide au-dessus de la tour détruite. » Ce qui se passe, c'est que du coup, le mec, il prend son bazooka, il tire, et il y a la balle, je sais pas comment, l'ogive de bazooka qui se lance, et là tu vois la tour se reconstruire, puis exploser. Et c'est génial, enfin le haut de la tour exploser parce que le mec a visé le haut de la tour. Ensuite on passe dans le monde réel où là au contraire on voit une tour avec le haut détruit et donc t'as le général des gentils qui dit tire sur le bas de la tour pour le détruire. Et la tour se détruit. Et ensuite on te met les deux montages en parallèle, c'est-à-dire que tu vois en même temps la tour haute se détruire puis le truc bas se reconstruire. Enfin, c'est très joli, y a rien à dire, c'est très bon. Mais, parce que il faut bien qu'il y ait un mais. Il y a 3 points, on va dire, importants dans cette bataille qui n'ont pas réellement de réponse. Déjà, petit 1, pourquoi est-ce qu'ils font la guerre? Ça, on ne le sait pas, ils ne l'expliquent pas. C'est juste, ils font la guerre parce que c'est cool de faire la guerre. C'est cool de détruire des bâtiments, de gaspiller des balles et de tuer 2 personnes, parce que je crois qu'il n'y a que 2 personnes qui meurent dans cette scène. Ensuite, petit 2, dès le début de la scène, avant que la scène de bagarre commence, on te dit « cette scène n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, l'objectif c'est pas de faire la bagarre, c'est de rentrer dans une grotte. » Bon, alors le protagoniste rentre dans la grotte, sans difficulté, sans problème, sans intérêt du coup pour cette scène, parce que pourquoi faire une scène de bagarre si par définition la bagarre n'a pas de sens. Et petit 3, qui me semble est un point assez important, dira-t-on. Contre qui ils se battent exactement? Non, parce que c'est bien de faire une scène de guerre avec des explosions, parce que c'est Hollywood et tout ça. Mais contre qui ils se battent? Non, parce que 100% des dégâts matériels et des morts sont provoqués par les gentils, et il n'y a que les gentils que ça fait chier. C'est que t'as 2 équipes de gentils qui s'affrontent à coups de bazooka. Non, parce que tu pourrais te dire, le méchant, c'est son pays, c'est sa carrière. Il a peut-être une armée sur place. Non, il a pas d'armée sur place. Il a un homme de main qui pose des explosifs et pose d'autres explosifs pour poser plus d'explosifs dans le futur. Bon, et ensuite, pour rapidement finir le résumé, qui de toute façon n'a pas beaucoup de sens, le méchant meurt, le gentil gagne. Fin. Par contre, me demandez pas pourquoi est-ce qu'il a gagné.
ni pourquoi est-ce que le méchant devait mourir, absolument. C'était important, ça on t'explique plusieurs fois dans le film, il faut qu'il meure, mais on te dit pas pourquoi. C'est-à-dire que le gentil a gagné parce que il a visiblement atteint le dernier niveau de son jeu vidéo, et le méchant est mort parce que c'est le méchant. Bon, on vient de finir le résumé du film. Alors, que vaut exactement ce film ? En fait, pas grand-chose. Hein. Il est pas super. Le film part un peu dans tous les sens. Il a quelques bonnes idées de mise en scène, notamment, comme je le dis encore une fois, parce que c'est un truc que j'ai adoré dans le film, c'est que les chorégraphies sont très très bonnes. Les acteurs, bien que leur personnage n'existe pas, ils sont sincèrement là, ils ont un bon jeu d'acteur, mais surtout l'indienne qui n'apparaît que dans 3 scènes dans le film, et pourtant t'as l'impression qu'elle est vraiment là, que c'est vraiment un personnage, contrairement à certains personnages bateaux, enfin dans d'autres films. Et surtout, sans être extraordinaire, il y a quand même une bonne idée au niveau des couleurs, parce que notamment quand tu es dans le monde normal, on va dire que tu as quand même une dominante rouge autour de toi, et que quand tu es dans le monde inversé, il y a une dominante bleue. Alors, c'est pas exceptionnel, mais ça donne une petite identité au film. Ça et quelques autres détails rendent le film agréable à regarder si tu cherches pas à réfléchir à la logique du film. Mais le film a de gros, voire même de très gros défauts. Et le problème majeur est un problème qui, à moins d'y porter une attention toute particulière, est une source sûre et certaine de plantage. Les fameuses 3 règles que sont la grande magie, Dieu et le voyage dans le temps. Et ce film parle de voyage dans le temps, mais n'y fait pas attention. Vous me direz, dans ce film à proprement parler, on ne voyage pas dans le temps, c'est juste qu'on vit les événements dans le sens inverse. Je vous répondrai, justement, c'est pas un voyage dans le temps, c'est que dans un voyage dans le temps, ce que tu peux faire, c'est faire se passer les effets, enfin la finalité d'un objectif avant que ça cause, enfin que le truc qui l'ait causé se soit passé. Là, ça marche pas comme ça. Ça veut dire que par exemple, si je m'inverse et qu'ensuite, je sais pas pour quelle raison, bon alors on va prendre dans le film, je vais aller tuer le méchant. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer vers le méchant, lui tirer une balle dans la tête et puis m'en aller. Du point de vue du gentil, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un mec qui va marcher en marche arrière, passer devant lui, et qu'une balle qui était dans un arbre derrière lui va lui traverser la tête dans le sens inverse. Pour autant, la cause sera toujours avant les faits. Ce qui fait que quand on te dit « Ouais, mais tu peux faire ce que tu veux avec, c'est magique, c'est waouh !» Non, en fait, c'est que c'est comme dans le monde réel. Tu ne peux pas inverser les règles de la logique sans expliquer pourquoi. Après, bon, ça c'est un truc que vous aviez dû un peu comprendre, il y a un énorme problème de manichéisme dans le film. Il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Pourquoi est-ce que les gentils font de bonnes actions ? Parce que c'est les gentils, même si c'est néfaste pour eux. Pourquoi est-ce que le méchant veut détruire le monde ? Parce qu'il a envie de détruire le monde et parce que c'est un méchant. Et enfin, c'est pas tellement un défaut du film, plus que c'est un truc qui rend le film incompréhensible. On n'a aucun repère temporel. Alors, c'est assez stupide que dans un film qui parle de voyage dans le temps, on n'ait pas de repère temporel, mais grossièrement, il y a 2 nuits dans le film, ce qui fait que le film peut aussi bien durer entre 3 jours et 10 ans. Pourquoi 10 ans ? Il y a une raison, mais c'est très compliqué à comprendre, et même moi j'ai du mal à l'expliquer. Enfin bref, le film peut durer entre 3 jours et 10 ans. On a un repère temporel dans le film où on te dit que pour la première inversion du mec, donc au moment où il doit aller rechercher une boîte d'uranium, puis qu'il se fait exploser et qu'il se retrouve à l'aéroport, on sait qu'il se passe 1 semaine. C'est la seule information temporelle qu'on a du film. Le film peut très bien durer, il dure du coup plus d'1 semaine, mais c'est assez étrange parce que à bien y regarder, on peut trouver le temps que se passe le film. Il se passerait plus ou moins sur 1 an. Il semblerait, principalement parce que le temps de préparation de certaines actions du film prennent énormément de temps et on te dit que ça prend du temps. Mais à côté, il neige jamais, on n'est jamais en automne, on sait même pas si on est en printemps ou en été. Et ce manque d'informations temporelles, ça perd le spectateur dans tout le film. On te dit jamais combien de temps il reste dans le film, on te dit jamais combien de temps l'ellipse elle a duré, combien il y a eu d'ellipses dans le film. Et rendre un film sur le voyage dans le temps incompréhensible, c'est très compliqué. Très compliqué quand surtout il y a la série Doctor Who à côté, qui est quand même un monstre là-dedans.
tu ne peux pas te permettre de faire un film qui ne raconte rien. Parce que ça aussi, c'est un problème du film, c'est que la moitié des scènes, on ne sait pas quand elles se passent, et l'autre moitié des scènes n'ont pas d'intérêt. Enfin bref, pour terminer, est-ce que ce film est horrible ? Non, il n'est pas horrible. Mais il est constitué de plein de défauts. Pour lui attribuer une note, moi et mon ami, parce qu'on allait le voir ensemble, on lui mettrait un 8 sur 20. Pourquoi 8 ? Bah, à mon avis, le film a quand même de gros points positifs. Un gros point, enfin, relatif. Les acteurs sont très bons, les scènes d'action sont magnifiques, et on a 2-3 twists dans le film qui, sans casser 5 pattes à un canard, représentent quand même quelques points positifs. Mais malheureusement, ces points positifs ne compensent pas les plus gros problèmes du film. Enfin bref, c'était donc une critique de Tenet que je suis allé voir au cinéma. Je m'excuse si j'ai été parfois incompréhensible dans cette vidéo ou si j'ai mal expliqué certaines choses, c'est la première fois que je fais ça, j'espère pouvoir m'améliorer avec le temps. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, qu'on se reverra peut-être un jour dans une autre de mes vidéos. Et je vous dis donc à bientôt, vous mes chers abonnés qui un jour feraient la fierté de Hesenko. Coupez